Alors bonjour à tous, je m'appelle François Dubois, donc je suis ancien gendarme, j'ai 20 ans de gendarmerie derrière moi. Je me suis reconverti, j'ai quitté la gendarmerie pour de multiples raisons. Une des raisons principales, ça a été l'obligation vaccinale chez nous, qui m'a définitivement poussé vers la porte de sortie. Comme le disait tout à l'heure Laurent Micheli, il y a aussi le fait que dans cette institution, j'en avais un peu assez de plus servir nos gouvernants que d'être au service de la population. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce départ parce qu'on n'a pas forcément trop le temps. Mais ça m'a poussé à faire des choses et à participer au combat auquel aussi vous participez tous. Donc je suis aussi essayiste, j'ai écrit un livre qui s'appelle Alice au pays de Lucifer. J'écris des articles pour Profession Gendarme, dont je suis le vice-président, pour ceux qui connaissent le site, et également pour le think tank Strategica. Donc voilà pour ma présentation sommaire. Donc aujourd'hui, je vais parler du Covid-19, mais sous un autre aspect que l'aspect médical. Alors je suis content d'avoir entendu Laurent Micheli précédemment parce que je me suis aperçu que finalement nos points de vue convergeaient et qu'il va y avoir une réelle complémentarité entre ce qu'il vient de dire et ce que je vais évoquer ici. Donc là, on va parler d'une analyse métapolitique d'une pandémie. Alors c'est un jeu de mots, bien entendu, parce que le mot n'existe pas. Alors la métapolitique, c'est quoi? C'est regarder au-delà de la politique simple et partisane pour voir un petit peu quelles sont les stratégies de gouvernance qu'on peut trouver derrière la façade, on va dire, hein, derrière la façade, derrière l'apparat, derrière la politique d'apparat. Alors je vous présente le plan rapidement, parce que j'avais fait ça comme une mini-conférence. En première partie, derrière le Covid, on a le néocollectivisme, une nouvelle idéologie. Alors tout ça, c'est des termes que je vais vous définir. Je vais essayer d'être assez rapide, assez exhaustif en même temps. C'est pas forcément de bons amis, mais bon, on va essayer de faire en sorte. En A, on va voir l'incidence de l'idéologie sur le droit naturel. En B, on va voir le rôle de l'hétéronomie. Donc c'est un terme que je vais définir par la suite dans la volonté d'action. Donc là, dans cette première partie, on va voir comment des épisodes comme le Covid font en sorte de peser sur votre capacité, sur votre volonté d'action. Donc c'est-à-dire comment des épisodes sociétaux comme on a vécu vont influer sur votre libre arbitre et comment on vous pousse à prendre des décisions malgré vous. Et donc dans la deuxième partie, on rentrera, après avoir vu le côté, on va dire, théorique, dans les méthodes d'ingénierie sociale qui concrétisent vraiment ces passages à l'acte. Parce que le Covid, là, a été vraiment, on peut dire, un épisode sans précédent, une expérience sans précédent en termes d'ingénierie sociale. Alors ça, c'est le livre que j'ai écrit, donc, qui reprend l'histoire d'Alice au pays des merveilles, justement pour étudier la société telle qu'elle nous est présentée, c'est-à-dire la société du spectacle, une société d'illusion, entre guillemets, et c'est pour aller voir de l'autre côté du miroir. C'est un petit peu la symbolique qu'on avait dans l'image tout à l'heure. D'accord ? Le miroir, c'est la réalité faussée qu'on veut nous présenter. Le miroir vous présente en réalité une image qui est inversée. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière le miroir. Sachant que le miroir aussi, ça appelle au subjectivisme. Alors que celui qui, parfois, ça c'est l'allégorie de Blanche-Neige, celui qui demande, qui pose ses questions, qui regarde le miroir, sollicite une réponse objective, mais le miroir ne lui donnera jamais cette réponse. Il donnera une image falsifiée. C'est la reine dans Blanche-Neige qui demande « est-ce que je suis la plus belle ?» Elle attend une réponse d'ordre universel et objective, alors que sa question, elle est purement subjective. Alors ça, c'était en référence au magazine The Economist de 2019. Alors, vu qu'on parle d'une pandémie, là, pour ceux qui connaissent ce magazine, il est sorti, donc c'est le numéro de l'année 2019, et il reprenait donc plein de symboles qu'on va retrouver après par la suite dans l'épisode pandémique. Donc on a par exemple
l'homme de Vitruve qui tient un QR code, un téléphone avec un QR code. On a le pangolin, on a une peintre italienne qui s'appelle Artemisia. Alors là, on ne voit pas bien, mais on a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Celui qui représente les maladies porte un masque. Donc vous avez plein de symboles comme ça qui annonçaient déjà la crise à venir. Et ça, c'est assez drôle. Voilà. Alors après, on en fait l'interprétation qu'on en veut, mais je m'en suis servi parce que ça touche au côté spectaculaire un petit peu, et justement, c'est en référence avec ce que j'avais écrit. Alors, première partie. Donc, on va voir en A l'incidence de l'idéologie sur le droit naturel. Alors, une idéologie, qu'est-ce que c'est? Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. Enfin, Laurent Micheli en a parlé un petit peu. L'idéologie, c'est un système prédéfini, donc d'idées, appelées aussi catégories, à partir desquelles la réalité est analysée. Alors l'idéologie, elle ne peut être que subjective. D'accord? Elle est produite par les hommes, pour les hommes. Donc, elle offre un point de vue déformé, donc par les prismes du postulat et de la catégorisation. Donc l'idéologie, dont les fondements reposent sur l'opinion, impose une logique de système. Elle offre une réponse sociétale au problème. L'idéologie donc réfute l'idée que les hommes ne puissent guider leur conduite qu'en fonction d'une morale émanant d'un ordre immuable. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par ça? Si on parle d'ordre immuable, on va toucher, alors en matière de droit, si je parle de droit, au droit naturel. Tout à l'heure, on a évoqué quelques droits avec Laurent Micheli, je fais beaucoup référence à lui parce que c'est vraiment en rapport. On a évoqué des droits, donc le droit à la santé, le droit de disposer son corps, etc., etc. Tous ces droits-là sont des droits naturels, justement. Et ils sont à l'inverse de ce qu'on appelle le droit positif. Le droit positif, c'est le droit que l'on connaît tous, qui est appliqué au gré des mœurs. Donc on crée des lois, d'accord, qui s'adaptent à la société. Ça, c'est le droit positif. Pendant la crise Covid, on a eu une prééminence vraiment du droit positif, avec une application forcée de plein de règles, des décrets, des lois, qui vous ont contraint au détriment du droit naturel. Donc là, je vais revenir après sur ce rapport de force, parce qu'il est important dans l'idéologie néocollectiviste, que je vais définir après. Donc là, comme je l'ai dit, l'idéologie favorise la prééminence du droit positif sur le droit naturel. Le droit naturel n'est pas incompatible avec la mise en œuvre d'une idéologie, mais il peut s'en retrouver fortement fragilisé. Alors là, ça a été le cas, par exemple, pendant l'épisode Covid. Le droit naturel duquel découlent, par exemple, les droits à la vie, les droits à la santé, les droits à la liberté, ou encore les droits à la propriété, donc, peut être envisagé comme un frein majeur au totalitarisme, qui plus souvent utilise une idéologie comme moteur de destruction de ses acquis. Alors si on regarde ces droits justement naturels, c'est drôle parce qu'on s'aperçoit que finalement ce sont tous les droits auxquels on s'attaque actuellement. Et ça participe justement à cette idéologie néocollectiviste que je vais vous définir. Alors, l'idéologie néocollectiviste, alors ça c'est un terme que j'ai, on va dire, créé moi-même pour définir cette idéologie. C'est l'idéologie un peu du WEF, du World Economic Forum, de l'agenda 2030. C'est une idéologie justement qui va se baser sur des grands mouvements collectifs pour engendrer des grosses mutations sociétales. Donc de grosses mutations sociétales avec carrément à la clé un changement de paradigme, un changement de modèle économique, un changement du rapport à la propriété et un changement de toute façon du rapport aussi du traitement des événements et notamment à l'échelle globale. Alors l'idéologie néocollectiviste, je marque, elle est néo-malthusienne, donc par essence globalisante. Alors néo-malthusienne, ça veut dire quoi? Le néo-malthusianisme, c'est quand on pose la démographie comme question centrale des problèmes de l'homme. Dit autrement, c'est le problème du on est trop nombreux. Alors déjà, on part de ce postulat et on s'aperçoit finalement que ça s'applique aux politiques de santé, mais ça s'applique aussi aux politiques environnementales, ça s'applique aux politiques de la famille, etc., etc. On a des modalités d'exécution, donc des divers narratifs qui reposent toujours sur la peur et la culpabilisation. C'est-à-dire qu'on va vous présenter une problématique de façon à créer soit la peur, soit la culpabilisation. Et ce sera un moteur de gouvernance.
et ce sera aussi un moteur de répression ou de justification de taxation. On a des solutions proposées donc, qui reposent systématiquement sur de grands élans collectifs participant à un profond remodelage des interactions sociales. Alors ça, c'est typique, c'est pour ça que je parle de collectivisme, c'est parce que tous les problèmes dont parle le collectivisme sont des problèmes à l'échelle planétaire à chaque fois. Et le Covid est un problème à l'échelle planétaire. Et ça amène une réponse d'ordre collectif, c'est-à-dire qu'on va chercher à orienter la masse dans la même direction et à avoir des gens qui répondent tous la même chose. En gros, c'est l'image du troupeau un peu. Mais c'est un moyen de guider les gens. Après, je vais expliquer dans les détails justement les opérations par lesquelles on entend vous fondre dans la masse comme ça et que vous suiviez la masse et que vous suiviez la volonté dominante. Donc à l'intérieur de la perception du réel, le pragmatisme par le biais de la propagande généralisée et de l'orientation médiatique et sociétale. Bon, ça je ne vous fais pas un dessin, toutes les victimes du Covid ici ont bien vu le poids des médias sur l'influence sur ce qu'on vous a poussé à faire. Ça c'est la société du spectacle. C'est pareil, je vais en parler après. Donc le but du collectivisme, quelque part, de ce néocollectivisme, c'est une révision des modes d'appropriation de la propriété, la fin des droits naturels et l'instauration d'un contrôle permanent par le verrouillage numérique et le crédit social. Ça, c'est la finalité, c'est le nouveau paradigme, en fait, de société vers lequel on s'oriente avec cette idéologie-là, si on la suit. Là, on va voir maintenant le rôle de l'hétéronomie dans la volonté d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe chez l'individu quand il subit le poids extérieur sur sa propre volonté, sur son autonomie de volonté. Alors l'hétéronomie, déjà, on va commencer par la définir. L'hétéronomie, c'est l'état de la volonté qui puise hors d'elle-même, dans les règles sociales, les influences, le principe de son action. Donc il faut comprendre qu'en fait, l'hétéronomie, c'est la part des facteurs extérieurs qui va venir vous influencer dans votre volonté d'action et dans votre capacité à prendre des décisions. Alors, en ce sens, l'hétéronomie est souvent présentée comme le contraire de l'autonomie. Et on fait l'erreur de penser que c'est un frein à la liberté. Alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors là, ça c'est Maurice Blondel, c'est un philosophe, donc c'est une philosophie de l'action, d'accord ? Il a développé la philosophie de l'action. Je passe sur les détails. Blondel, ce qu'il dit de l'hétéronomie, il dit la chose suivante. Il évoque la liberté. Pour Blondel, la liberté n'est pas un absolu. La liberté en tant qu'absolu, c'est un leurre. En réalité, ce qu'il dit, si la liberté prétend se garder donc, tout en elle-même et se complaire en sa puissance, cette seule prétention commence à la dénaturer et à la pervertir, en sorte que l'hétéronomie morale est le complément nécessaire de l'autonomie de la volonté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'hétéronomie morale vient complémenter l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire que dans votre processus de décision, quand vous faites une action, votre volonté d'action, elle est toujours guidée par un facteur externe qui est celui de la morale. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? D'accord ? Donc l'autonomie pure n'existe pas puisqu'il y a toujours une influence externe. Donc ça, c'est ce que dit Blondel. Alors on va voir pourquoi ça a son importance. L'hétéronomie justement morale, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, elle est en lien directement avec le droit naturel. Parce que le droit naturel, c'est un droit justement qui est supérieur et transcendant. Les choses qui sont reconnues par le droit naturel le sont parce que justement c'est un statut sur lequel on ne peut pas revenir, propre à ce que vous êtes, à votre nature d'homme. Là, l'idéologie, justement, elle permet d'instaurer un rapport à la morale qui est complètement subjectif. Et on va changer justement ce rapport à la morale. Donc elle met fin à tout ordre moral supérieur. Et de ce fait, il n'y a plus de sacralité. Alors là, si on part par exemple de l'hétéronomie morale, elle va disparaître au profit d'une hétéronomie, donc d'une influence externe qui va être idéologique, petit à petit, et la notion de sacré, de sacral, elle va disparaître. Le meilleur exemple, ça va être le droit de disposer de son corps. Là, vous l'avez vu pendant le Covid, cette question qui est pourtant une question normalement sur laquelle on ne peut pas débattre,
Et là, elle est passée à la broyeuse. Et pourquoi? Parce que le poids de l'hétéronomie idéologique, c'est-à-dire de l'influence externe de l'idéologie, donc l'idéologie c'est subjectif, d'accord, et c'est du droit positif, c'est de l'homme, a remplacé la morale. Elle a remplacé la morale. Et ça c'est orwellien, tout à l'heure on parlait d'Orwell, on se retrouve finalement avec une part de l'hétéronomie idéologique qui est énorme dans le processus de décision, et on peut choisir que parmi ce qui nous est proposé par le poids de la société. Donc, tout est susceptible de devenir bon ou non bon, mais les notions de bien et de mal, la transcendance, elle n'existe plus. Donc, le subjectif idéologique, le subjectivisme idéologique est une illusion de liberté. Il se substitue à la part de l'autonomie dans la volonté d'action. Hein. Ça, j'ai dit. Voilà, si on résume à un schéma, en bas, vous avez la volonté d'action de l'individu qui est affranchie du poids du totalitarisme. On se retrouve avec un poids d'hétéronomie morale qui est équivalent à celui de son autonomie. D'accord ? Sur le schéma du haut, vous avez la volonté d'action de l'individu sous une emprise totalitaire. Et là, on se retrouve avec une hétéronomie idéologique qui pèse beaucoup plus que l'hétéronomie morale et une part d'autonomie qui en est d'autant plus réduite. Et ça, c'est typique justement d'une société totalitaire. Et Laurent Micheli l'a très bien défini tout à l'heure. Justement, le totalitarisme, c'est pas forcément un dirigeant, un dictateur. Le totalitarisme, c'est prendre possession de votre capacité de décider. Et décider et d'être capable, en fait, de supprimer votre libre arbitre. Le jour où il n'y a plus de libre arbitre chez personne, on est dans un état complètement totalitaire. Alors maintenant que ça c'est compris, on va aller sur quelque chose de plus pragmatique, du coup, plus terre à terre. L'hétéronomie idéologique, c'est bien, mais quel facteur fait que les gens suivent cette hétéronomie idéologique? Alors, quels sont les facteurs d'adhésion, justement? C'est ça qu'on va voir. Comment ça fonctionne pour que les gens, finalement, ils finissent par se conformer à l'idéologie. Donc là, on va voir en deuxième partie le paradoxe du néocollectivisme mis en perspective avec la dynamique de groupe, et on va voir après l'ingénierie sociale qu'il y a derrière. Alors, pourquoi un paradoxe? Parce qu'il y a nécessité de créer une fragmentation préalable de la société pour obtenir une dynamique de groupe. En gros, le paradoxe, c'est on va obtenir un effet de groupe, une dynamique de groupe, en promouvant les individualités et la fragmentation. Plus on va individualiser, plus on va fragmenter, et plus on aura des effets de groupe. C'est l'ordo ab chaos. Alors, comment ça fonctionne? Donc, la dynamique de groupe, moi je définis comme un phénomène de non-pensée de groupe. Alors, le néocollectivisme davosien, il se gargarise de ses grands élans collectifs, non réfléchis. Ça, on l'a bien vu avec le Covid. Hein. Vous avez tous la sensation que quand on voit les gens comme ça faire des choses complètement incohérentes, on se dit mais c'est des moutons, pourquoi ils ne réagissent pas? Et ça fonctionne. Et c'est pas leur faute. Ils sont victimes d'un système qui est très perfectionné. Donc le paradoxe du phénomène de non-pensée de groupe consiste à ne pouvoir justement exister que lorsqu'il y a primauté de l'individu au sein d'une société. Alors, si on regarde une expérience d'ingénierie sociale, on a l'expérience de H qui fait part en fait de ce conformisme et qui nous montre que sur plusieurs candidats, il y en a un seul qui est le cobaye, tous sont complices en fait, et on donne des bâtons comme ça et on demande par exemple quel est le plus petit. Et tous les complices vont dire c'est celui qui est moyen en fait, là. Donc ils vont le désigner comme le plus petit. Et celui qui est tout seul, qui est testé, l'élément qui est testé, souvent il va regarder les autres, il va voir que tous les autres donnent la fausse réponse et il va donner la fausse réponse comme les autres. Alors statistiquement, on a vu justement que y avait une majorité qui donnait la fausse réponse. Et ça, c'est des mécanismes liés au conformisme qu'on a observés pendant la crise Covid. Donc là, je dis que le phénomène de non-pensée de groupe s'analyse comme la cinétique de la propagation d'une idée découlant elle-même des effets du pouvoir du conformisme sur les interactions.
Donc plus il y a de conformisme entre les individus, et plus la dynamique de groupe s'emballe. Alors, si l'individualisme est le moteur paradoxal de la dynamique de groupe, par quel mécanisme en devient-il le moteur, ce moteur? Donc en fait, il existe une pluralité de phénomènes qui vont générer du conformisme chez les individus. Alors il y a plusieurs, là je n'ai pas le temps parce qu'il me faudra 1h30 de conférence pour parler de tout ça, mais par exemple chez Debord on trouve des réponses intéressantes, donc c'est la philosophie situationniste, la société du spectacle. Donc pour Debord, on a un être qui quitte sa spiritualité un petit peu pour devenir un être de l'avoir, et puis finalement finir à apparaître un être du paraître, d'accord? La société du spectacle, donc c'est une société d'illusion et qui contribue à fabriquer du consentement quelque part. Voilà. Donc la phrase de Debord, c'était le spectacle institutionnalise le faux et l'illusion qu'il entretient, comme comme le choix déjà fait du consommateur. En gros, il vous explique que tout ce que vous regardez à la télé ou quoi, c'est une fabrique de consentement. Et parce que ça passe à la télé, on rentre dans un cercle vicieux où c'est forcément la vérité, etc. Donc vous avez des facteurs comme ça. Vous avez aussi l'interactionnisme social qui va jouer sur cet élan de groupe. Alors dans une autre mesure, alors ça c'est du point de vue de la fragmentation. L'interactionnisme social au sens de Becker, c'est les gens qui vont s'étiqueter socialement. C'est-à-dire que l'individu, pour exister, il a besoin d'avoir une étiquette et d'appartenir à un groupe. Donc là, c'est la fragmentation et la communautarisation. Et ça, aussi, quelque part, ça va créer suffisamment de bulles pour finalement n'avoir aucun effet de contestation après, par la suite, parce qu'on a trop divisé les gens. Donc après, il y a une acceptation. C'est un paradoxe, mais ça se traduit comme ça. Plus on divise, plus ça accepte. Et quoi qu'il en soit, souvent, ça joue sur ce qu'on appelle le sentiment de toute puissance, le syndrome d'hubris chez l'individu. Plus on va développer son individualité, plus on va le rendre individualiste, plus il va se sentir tout puissant, et moins il va aimer la contestation. Donc moins il va aimer le débat quelque part. Et on est dans une société où c'est compliqué d'avoir de vrais débats d'ailleurs. Et donc là, ces facteurs-là mélangés, alors il n'y en a que quelques-uns, là, parce que je n'ai pas le temps de tout développer, il faut que je fasse vite. Mais voilà, ces facteurs mélangés, ça va contribuer justement à créer les effets de dynamique de groupe tels qu'on a pu les voir pour aller à la vaccination ou des choses comme ça. À un moment, les gens, même s'ils savent qu'il y a un problème, ils disent rien, ils y vont. Alors la plus grande expérience d'ingénierie sociale menée à ce jour, alors je vais terminer par ça. Là on finit finalement par l'application concrète de toute cette théorie. On a assisté pendant le Covid, et je pense que c'est ce qui a aussi blessé beaucoup de personnes en dehors de l'aspect médical et des blessures qu'ont subies toutes les victimes du vaccin. On a aussi subi une forme de torture psychologique quelque part. Alors notamment, je pense au personnel soignant, tous ceux qui étaient soumis à des obligations, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des gens qui travaillaient dans les commerces, tout ça, qui étaient obligés, parce qu'ils étaient en contact avec le public. Et puis on s'est retrouvés aussi, vous l'avez peut-être tous vécu, avec un patron qui outrepasse ses droits, qui vous demande votre statut vaccinal et tout. Moi personnellement, ça m'est arrivé. J'avais un capitaine qui est rentré dans mon bureau, il y avait du monde, il me disait mais t'en es où avec la piqûre? Il n'y avait plus de limite, plus de secret médical, plus rien. Alors, pourquoi ça? Ça peut s'expliquer par le triangle de Karpman. C'est-à-dire que vous avez un échange de rôles, petit à petit, qui va se créer. Et là, vous pouvez imaginer une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous vous retrouvez finalement avec un persécuteur, d'accord? Donc là, par exemple, la gouvernance qui vous impose une mesure. Qui va glisser dans le rôle du sauveteur, puisqu'il va se présenter avec le j'ai la solution, suivez-moi. C'est le cheval de Troie, en fait, c'est toujours bienveillant. Et le sauveteur, lui, c'est la victime pour le collectif, justement, dans le but de soutenir cette action collective. Elle va dire, je participe à ma façon, en effectuant des contrôles. Par exemple, je pense aux gens dans les restaurants qui contrôlaient si vos passes vaccinaux et tout ça.
Donc on va avoir le côté, si vous voulez, bourreau chez la victime. Alors ça permet quoi? Ça permet une horizontalisation du conflit, puisqu'on se retrouve avec la gouvernance qui est passée dans le rôle de sauveteur, et finalement ce sont les victimes qui font les bourreaux et qui ont des antagonismes entre eux. Et ça permet justement au gouvernement de s'en laver les mains. Donc ça c'est d'un point de vue ingénierie sociale, le triangle de Karpman, c'est un classique, hein, mais là, ça a très bien fonctionné pendant le Covid. Ensuite, je parlais tout à l'heure de l'individu et du primat de l'individualisme. C'est très important parce que, justement, l'ego a beaucoup compté. Et ça, l'ego, on retrouve ça justement dans l'expérience de Milgram. Alors, l'expérience de Milgram, il y a plein de monde qui a dû en entendre parler, je pense. L'expérience de Milgram, elle consiste à prendre un cobaye qui est sous une autorité médicale. L'autorité médicale pose des questions à un complice qui est sur une chaise électrique. Et quand le complice donne des fausses réponses, le cobaye de l'expérience doit, sur ordre de l'autorité médicale, balancer des décharges électriques. Alors bien entendu, tout ça c'est faux. Mais le cobaye, lui, croit que c'est vrai. Et on s'aperçoit qu'à la fin, on a plus de 65% qui ont délivré la décharge maximale. C'est-à-dire une décharge qui aurait provoqué des dégâts létaux chez la personne. Et pourquoi ça? Eh bien parce que, justement, à un moment, on rentre dans une forme de déni. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une combine. Alors, on peut mettre ça sur le dos de l'ego, hein, on peut mettre ça, voilà. On veut pas accepter qu'on s'est trompé. Et finalement, on se dit, de toute façon, c'est pas grave, j'ai une autorité au-dessus de moi. Je ne peux que lui faire confiance, même si au fond de moi-même j'ai l'impression de m'être trompé. Donc l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. C'est Sénèque. Et ça c'est l'expérience de Milgram. Et finalement là on a vraiment retrouvé ça parce qu'on a beaucoup parlé, même ici j'ai entendu, de gens qui étaient dans l'erreur, qui voient autour d'eux et qui sont dans le déni, qui persistent. Et ça, on en voit beaucoup. Après, à la fin, à une échelle plus macro, on peut observer dans la façon dont a été conduite la politique Covid. Alors tout ça, bien sûr, c'est sur fond de contrôle, parce que là, on a testé la virtualisation, on a testé les systèmes de passe numériques, donc les fichages numériques, etc., les QR codes. Donc tout ça, c'est prévisionnel d'un nouveau modèle de société. Mais pour ce faire, finalement, à l'échelle macro, qu'est-ce qu'on a fait subir aux gens pour leur faire vivre tout ça et pour expérimenter tout ça sur eux? C'est ni plus ni moins que la charte de Biderman. Alors c'est drôle, hein, parce que quand on regarde, on se dit quand même c'est gros, quoi, c'est fort. Mais Biderman, donc, qui était sociologue, il a fait des études sur les prisonniers américains pendant la guerre de Corée, sur les méthodes de conditionnement psychologique. Et il en a déduit tout un protocole qui consiste en fait à briser un homme pour lui changer sa perception des choses et pour lui faire penser autrement. Donc pour le convertir. Et cette charte, quand on regarde les étapes ici, on retrouve alors elles ne s'appliquent pas forcément dans l'ordre, hein, on n'est pas obligé de les appliquer dans l'ordre, ou on peut les appliquer après de façon répétée aussi, on n'est pas obligé de les appliquer une par une. Mais on se retrouve avec l'isolement, donc la monopolisation de la perception. Donc là, ça a été le cas, monopolisation de la perception. Ça a été un gros zoom sur la crise en Chine, suivi après on se serait cru dans un film d'angoisse, et quand ça arrivait en France, on avait le décompte permanent des morts, etc. Voilà. Donc on crée tout un climat comme ça qui focalise l'attention des individus. Ensuite, il y a l'isolement. Ça, l'isolement, c'est un impératif nécessaire pour casser quelqu'un. Donc les confinements, là on retrouve ça. L'épuisement induit, c'est-à-dire qu'à un moment vous en avez marre, vous voulez que ça finisse, vous voulez vous en sortir. Et là on continue à vous dire, on vous menace, on vous dit attention, il faut faire ça, il faut aller vous piquer, sinon machin, vous allez être viré, ou alors vous ne pourrez plus aller au restaurant, vous ne pourrez plus faire ci, faire ça. Et de temps en temps, on relâche un petit peu la pression, et on joue comme ça, indulgence occasionnelle, pareil. Et après, démonstration de toute puissance.
Donc là, en gros, ça c'est ce qu'on a vu un petit peu tout le temps, hein, démonstration de toute puissance, on l'a vu, dégradation des individus, et on finit par des demandes stupides imposées. Alors voilà, vous prendrez un verre en terrasse, mais ce sera debout, ce ne sera pas assis. Voilà. Donc on se retrouve avec chacune de ces étapes, d'accord, dont les ordres peuvent être variables ou répétés, parce que là, ça a quand même duré sur plus d'1 an. Et au final, on se retrouve avec des individus qui, s'ils ne sont pas solides ou préparés, peuvent vite être brisés. Donc ce que je veux dire par là, finalement, c'est que il y a eu une vraie stratégie, on va dire, derrière tout ce qu'on a vécu. Du moins, tout ça, ça a été analysé par des gens qui travaillaient sur l'ingénierie sociale, par des sociologues, des philosophes, etc. Toutes ces techniques-là, elles étaient déjà connues. Bon, je ne pense pas que ce soit un hasard parce que ça correspond vraiment aux événements si on regarde de façon empirique. Et tout ça pour dire que tous les gens finalement qui se sont fait vacciner sont quand même des victimes avant tout, quoi. Ça, c'est sûr. Il y a, moi, j'entends des gens qui sont durs. Enfin, je connais des anti-vaccins Covid parce que c'est pareil, on fait des raccourcis avec anti-vax. Qui sont durs et qui disent ouais il fallait réfléchir avant et tout. Mais non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est très très dur de s'émanciper du poids justement de l'hétéronomie idéologique, du poids de la société, et des choix comme ça forcés. C'était très dur de s'en émanciper. Donc là, l'idée, si vous voulez, c'est d'expliquer ça pour ne pas que ça recommence. Parce que plus les gens auront conscience des process qu'on utilise contre eux, moins ça fonctionnera. Et là, déjà, on voit déjà qu'il y a une prise de conscience, et on voit même dans les méthodologies adoptées, c'est-à-dire en termes de communication, tout ça. Tout à l'heure, je discutais avec une dame, elle me dit on va faire du retour au papier. On va arrêter justement les médias, etc. Voilà. On va peut-être mettre des tracts dans les boîtes aux lettres. On va changer, en fait, on va changer les méthodes. Et justement pour s'adapter à ce type d'agression, enfin, si on peut qualifier ça comme ça, parce que là c'est carrément une guerre, là nous sommes en guerre. Il y a tout un... Et on voit en fait qu'il y a une convergence, c'est-à-dire que ça va au-delà du Covid, mais on est sur les mêmes problématiques, quelles qu'elles soient à chaque fois, c'est la même façon de gérer, et c'est les mêmes buts à la clé. On va tous finir avec un QR code là. Même pour aller jeter nos ordures, ça va être comme ça, avec tri sélectif et tout. L'idée là, c'est un contrôle, c'est un suivi total et absolu des personnes. Donc ça, c'est le totalitarisme. Ouais. Ça, c'est le totalitarisme, et c'est contre quoi il faut vraiment lutter. Voilà, donc là, je terminerai là parce que j'ai dû être un peu long.